Bonjour Bernard, merci de nous accueillir chez vous à Strasbourg aujourd'hui. On est tous très contents d'être là avec toute l'équipe pour ce nouvel épisode. Peut-être pour rentrer un peu dans le vif du sujet et comprendre un peu qui vous êtes, comprendre aussi ce qui vous a construit. J'aimerais qu'on remonte un petit peu le fil du temps. Pouvez-vous nous raconter un petit peu votre histoire, l'environnement dans lequel aussi vous avez grandi et puis comment l'expérience de votre famille, avec un passé très tragique, comment ça a influencé justement votre parcours? Bien, merci beaucoup d'être venu, merci de m'interviewer. Ça va être un très grand plaisir que je vous reçois ainsi que toute l'équipe est autour de vous. Alors mon histoire, je suis né à Strasbourg et je sors donc d'une famille strasbourgeoise qui est en fait la 4e ou la 5e génération de Strasbourgeois, d'Alsaciens qui sont nés ont vécu et travaillé en Alsace. Cette famille a connu des hauts et des bas. Et en particulier, je mentionne toujours avec beaucoup de tristesse le fait que mes grands-parents et mon oncle, qui habitait Wolfisheim, au moment de l'exode en 1939, ils ont quitté Strasbourg. Ils sont allés se réfugier dans le centre de la France avec plusieurs déplacements. Et à un moment, ils sont réfugiés dans les montagnes de la Savoie où ils ont été dénoncés, C'est ce que vous nous racontez, dénoncés par de bons Français, dénoncés à la milice française, qui les a dénoncés à la Gestapo. Ils ont été cherchés dans le petit village où ils se trouvaient, au nord de Grenoble, dans les montagnes, et ils sont partis à Auschwitz en juillet 1944, dont ils ne sont jamais revenus. Donc il y a un certain sentiment, non seulement patriotique, mais très familial de tout ce qui a pu se passer, et la reconnaissance également pour les ancêtres qui m'ont précédé, et également l'obligation d'être un bon Français. Oui, et de voilà. faire... Donc ça a influencé votre parcours et votre appartenance aussi Tout à fait. au territoire. Tout à fait, oui. Je voulais savoir aussi, il me semble que vous avez commencé le sport. Oui. Vous n'en avez pas parlé dans votre introduction, mais je pense que ça vous définit bien aussi, puisque vous avez commencé le sport tardivement, Oui. à 63 ans, il me semble, si je ne Voilà. dis pas de bêtises. Pourquoi ? Alors, je précise que si je l'ai commencé tardivement, c'est exact, mais j'ai surtout commencé de façon intensive tardivement. Oui, d'accord. Avant, je trottinais, je courais. Oui, d'accord. Je dois dire que j'arrivais à courir 5 km sans déjà très bien. étalé par terre. Lorsque j'ai fait mon service militaire, j'ai quand même fait un service militaire de 34 mois entre 1960 et 62. Quand je suis arrivé à la caserne, et qu'on m'a montré qu'il fallait faire un tour de piste, je me suis demandé comment j'allais le faire. Et donc, j'ai commencé le tour de piste et après 200 mètres, j'étais déjà terriblement essoufflé. J'étais pratiquement à 4 pattes par terre. Et je me suis dit, au fond, c'est pas normal. J'ai honte de moi. Et j'étais la risée de tous mes camarades. Ah oui. Et donc, je me suis entraîné seul le soir, tardivement. Donc, je me suis entraîné. Et je me suis rendu compte que plus je m'entraînais, plus je me mettais des défis, j'étais capable de les surmonter. Donc vous avez un passif quand même sportif, avant de vous mettre intensément au sport à partir de 60 ans, quelque chose comme ça. Donc j'ai commencé très petit chichement, mais c'était quand même une familiarisation avec le sport. Et après, je me suis lancé des défis dont nous parlerons tout à l'heure. Mais peut-être qu'on peut en parler maintenant, hein. Dites-moi. Alors les défis, effectivement, je me suis rendu compte que si l'on veut se mettre dans la tête que l'on peut progresser, que l'on peut se dépasser, il faut toujours mettre la barre plus haut que ce qu'on se croit capable de faire. Et donc moi je croyais que je n'étais pas capable, donc je me suis quand même lancé des défis. Et donc à partir du moment où est venue la retraite, plutôt que de m'encrouter à ne rien faire du tout, c'est à ce moment-là que je me suis lancé des défis. Alors je précise que tous ces défis me dépassaient totalement. Et des sacrés défis, c'est ce que j'allais dire. J'ai entendu parler de la Diagonale des Fous, le Marathon des Sables, des Ironman ou des demi-Ironman, enfin en tout cas des choses pour moi qui me semblent assez extrêmes. Et à 63 ans, même si vous avez un passé sportif, c'est quand même des gros défis sportifs que vous avez dû réaliser. Donc lequel vous a le plus marqué peut-être ? Alors, il faut que je dise que la totalité m'ont marqué parce que chacun de sa spécialité avait une spécificité bien particulière. Alors j'ai fait entre autres 333 km dans le désert. Là c'est un défi sur la longueur et sur la ténacité d'arriver à faire ça non-stop en autosuffisance alimentaire. Pardon ? C'est combien de temps ? 106 heures. 106 heures, non-stop, sans dormir. Bon, j'ai eu la chance de pouvoir tenir le coup relativement longuement sans dormir. Et comment vous tenez, on va revenir sur les défis, mais comment vous tenez dans la difficulté ?
C'est quoi votre... Alors, pour tenir dans la difficulté, il y a certains mots qu'il faut se mettre dans la tête, que je me suis mis, que je me suis façonné progressivement au fur et à mesure que les étapes se déroulaient. Alors, il y a toujours mettre la barre plus haut, ça je vous l'ai déjà dit, que ce qu'on se croit capable de faire. Oui. Abandonner, c'est renoncer avant d'avoir réussi. Les seules défaites sont les combats qu'on n'a pas menés. Tu le veux, tu le peux. Donc ça, c'est des phrases que vous vous dites en boucle que je me mets en pendant boucle, 106 heures. Exactement, et que j'arrive à me concrétiser par la réalisation des épreuves que j'ai faites. D'accord, ouais. Et toujours également relativiser. Par exemple, pour la course de 333 km en une seule étape, lorsqu'on arrive à la moitié de la course à 160 km, on peut se dire deux choses. Encore 160 km ou déjà 160 km. Oui, alors je vous laisse deviner ce que je me suis dit, mais j'y suis arrivé. On a parlé tout à l'heure de la diagonale des fous. Oui. Là également, il faut se dire que la chance que j'ai, c'est d'avoir une âme d'enfant lorsque je me trouve dans de telles circonstances, parce que je me considérais comme un privilégié de pouvoir émerveiller de tout ce qui se passait autour de moi et émerveiller également de me trouver dans une course qui me dépassait totalement et de voir que progressivement, autour de moi, les abandons se succédaient et que moi, je me sentais de mieux en mieux. Et vous aviez quel âge quand vous avez... Alors, à ce moment-là, j'avais 65 ans, 65 ans à peu près, la Diagonale des Fous. Diagonale des Fous, c'est à La Réunion. Oui, bien sûr. C'est une épreuve mythique. Jamais je n'aurais pensé que j'arriverais à la faire. 333 km dans le désert, la même chose. Oui. Et alors, à force de me lancer des défis qui me dépassaient et qui me dépassent encore toujours, puisque vous voyez bien que je ne suis pas un athlète de haut niveau, loin de là, mais j'ai un mental d'enfer, c'est le plus important, volonté, parfois. Ténacité, c'est ce que je dis aux détenus dont on parlera tout à l'heure lorsque je suis avec eux à l'intérieur de la maison d'arrêt de Strasbourg. Je me suis dit que j'arriverais, grâce au mental que j'ai, à me dépasser. Donc, un beau jour, je me suis également laissé entendre dire que j'étais capable de faire des Ironman ou des demi-Ironman. Comment ça fonctionne l'Ironman, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas Alors, moi j'ai fait des demi-Ironman, c'est-à-dire 2 km de nage. Oui. Vous sortez de l'eau, vous changez de tenue et vous montez sur le vélo et vous faites 100 km à vélo. Et après, lorsqu'on pose le vélo, on n'a plus que 21 km à faire. Donc, une fois que tout ceci était fait, je me suis également lancé dans les ascensions, parce qu'à partir du moment où vous faites les choses horizontalement, vous pouvez également les faire verticalement. Je me suis lancé des défis un peu plus élevés, et en particulier celui qui me tient le plus à cœur pour répondre à votre question. Oui. C'est vraiment quelque chose de mythique, parce que alors là, ça me dépassait totalement. 7000 mètres d'altitude, sans oxygène, en Amérique du Sud, l'Aconcagua, le plus haut sommet des Amériques. Alors là, c'est extraordinaire. Alors j'ajoute que pour vous montrer combien il est important d'avoir un mental de fer, c'est que mon entraînement à moi, contrairement à tous les autres qui étaient avec nous dans la cordée, qui s'étaient entraînés à Chamonix, qui faisaient des dénivelés, de l'oxygénation, moi, mon entraînement, je rigole encore aujourd'hui, vous êtes ici chez moi à 100 mètres du parc de l'Orangerie, et là-bas il y a une cascade, et il y a des escaliers qui montent jusqu'à la cascade et qui descendent. Donc mon entraînement à moi pour faire des dénivelés, c'était tous les matins en hiver, un mois avant de partir, c'était en plein mois de décembre, avec 30 kilos sur le dos, je montais et je descendais les escaliers, c'était mon dénivelé. Je suis arrivé en Amérique du Sud, je suis arrivé au sommet, sans avoir le mal des montagnes, alors que trois autres jeunes qui s'étaient entraînés à Chamonix ont eu le mal des montagnes et ont été obligés d'abandonner à 6000 mètres. Je précise que j'ai réalisé l'Aconcagua. Je n'ai pas vaincu l'Aconcagua. L'Aconcagua m'a laissé passer, parce qu'il y a 15% de réussite et j'ai eu la chance d'être les 15%. Voilà, donc ça, ce sont des souvenirs qui me permettent maintenant également autour de moi de pouvoir partager avec tous ceux qui vous servent aussi par rapport à votre engagement. Donc on va parler justement dans les maisons d'arrêt, dans la maison d'arrêt de Strasbourg. Oui. Peut-être que juste avant de parler de ça, j'aimerais qu'on parle un peu de votre décoration de la Légion d'honneur, puisque vous êtes commandeur de la Légion d'honneur. Est-ce que vous pouvez me dire comment vous percevez aujourd'hui cette distinction dans le cadre surtout de votre engagement au quotidien, notamment à la Société des membres de la Légion d'honneur, et puis de savoir aussi en quoi la décoration aujourd'hui vous engage encore plus. Voilà, c'est un peu mes questions par rapport à cette décoration. Oui. Alors, dans le cadre de la Société des membres de la Légion d'honneur, dont je suis à Strasbourg vice-président de la section du Bas-Rhin,
J'avoue que le fait de porter une décoration, et surtout à ce niveau-là, commandeur de la Légion d'honneur, c'est une obligation morale, une obligation civique, une obligation citoyenne de pouvoir se dévouer pour les autres et pouvoir se dévouer en faveur de la République française, des valeurs de la République. Donc je partage et je communique énormément autour de moi sur tout ce qui concerne les engagements citoyens, solidaires, sociétaux. Et encore une fois, lorsque on est décoré de la Légion d'honneur, à plus forte raison au grade de commandeur qui a été le mien depuis à peu près une quinzaine d'années, c'est une obligation de rendre à la République ce qu'elle vous a donné avec la décoration. Donc pour moi, il est tout à fait naturel de continuer à m'engager et compte tenu de tous les engagements que j'ai, effectivement, on peut dire que je fais le trop-plein. Bien sûr. Pas le trop-plein, mais enfin que je fais le plein. Ce n'est jamais de trop. C'est une obligation et on dit également souvent que la décoration n'est pas un témoin d'usure pour tout ce que vous avez fait par le passé. C'est une décoration, un engagement qui vous engage pour l'avenir, de continuer à servir jusqu'au moment où matériellement, vous ne pourrez plus. Alors, en ce qui me concerne, moi, je dois dire que je suis sollicité un peu de tous les côtés, dans de différents domaines, et je me donne à fond et je continue à l'heure actuelle. Mais justement, vous intervenez dans la maison d'arrêt de Strasbourg. Alors peut-être pour expliquer un petit peu à nos auditeurs ce que c'est qu'une maison d'arrêt, vous voulez peut-être nous expliquer un petit peu ce que c'est et puis nous dire voilà, ce que vous faites et ce qui vous a surtout donné envie de vous investir là-bas. Pourquoi la maison d'arrêt de Strasbourg? Alors pourquoi je me suis investi, c'est que là c'est un engagement qui est hors norme. Oui. Alors j'ai toujours beaucoup aimé les choses hors normes. Alors en matière de sport, on en a parlé tout à l'heure, c'est hors norme. Là au niveau de l'engagement, faire quelque chose de hors norme, c'est quelque chose qui me tient à cœur et qui est, je dois le dire, beaucoup plus facile à partir du moment où on fait quelque chose qui sort de l'ordinaire. Je me suis rendu compte que lorsque j'ai commencé à donner du sang, pour faire quelque chose de hors norme, il faut le faire hors norme. Alors, oui, il y a une petite, anecdote. La première fois que j'ai donné du sang, j'ai tourné de l'œil. Et j'ai juré autour de moi, plus jamais je donnerai du sang. Oui. 15 jours après, je retournais là-bas parce que j'ai appris une chose dans la vie, ne jamais rester sur un échec. Toujours se motiver pour effacer l'échec, quitte à ne pas continuer. Et alors là, je me suis lancé le défi de donner 200 fois du sang. Malheureusement, je ne suis pas arrivé à 200 parce que j'étais tout le temps en voyage, j'étais tout le temps en déplacement. En plus, je prenais des vaccins pour aller dans les pays lointains, donc j'étais obligé pendant 6 mois de ne plus donner. Donc je suis arrivé à 168 dons du sang, ce qui est quand même pas mal. Ce qui est énorme. Et donc c'est ça que vous racontez aussi aux détenus, c'est ça quand vous allez dans la maison d'arrêt de Strasbourg, enfin vous venez pour témoigner de votre parcours et puis leur donner aussi de l'espoir et de la motivation, c'est ça? Alors la maison d'arrêt de Strasbourg, c'est une maison qui a comme pensionnaires ce que j'appelle les privés de liberté, ce ne sont pas des détenus, des privés de liberté, ceux qui sont soit en attente de jugement, de leur jugement, soit qui sont qui sont en attente de jugement, mais également condamnés à des courtes peines de moins d'1 an. Donc ils sont là-bas en maison d'arrêt. Donc ce sont ceux-là qui sont gardés dans la maison d'arrêt de Strasbourg, et ce sont ceux-là que je rencontre et avec lesquels je vais partager mon parcours de vie. Alors mon parcours de vie, ça leur montre d'une part qu'un monsieur qui est pour eux plus ou moins croulant, parce que j'ai quand même 40 ans, 50 ans de plus qu'eux en moyenne, je leur montre que je suis là, que je suis encore valide, que j'ai encore apparemment, je dis bien apparemment toute ma tête, c'est à eux de juger si je l'ai totalement ou pas, et en même temps me permet d'échanger avec eux, mais surtout de leur montrer qu'à tout moment dans une vie, tout peut changer, peut basculer, peut recommencer. Alors que ça a été mon cas au moment de la retraite, où plutôt que de sombrer dans dans l'ennui, dans le désespoir, dans l'ennui, je me suis lancé des défis à moi-même, et donc je leur dis à eux-mêmes, aujourd'hui je suis venu vous voir, à vous maintenant de montrer que vous m'avez entendu, que vous m'avez écouté et que vous allez vous lancer des défis. Alors je leur explique de quelle façon ils peuvent se lancer des défis, et en même temps je vais leur apporter l'espoir que par le sport, ils peuvent se droguer et s'évader autrement. C'est une image, se droguer et s'évader autrement. En même temps, je vais là-bas pour échanger avec eux sur de nombreux sujets de société, d'abord sur ma famille.
Nous échangeons sur la Shoah et contrairement à ce qu'on peut croire, ça les intéresse énormément, ils posent beaucoup de questions, ils sont très à l'écoute, posent des questions. Ce qui est étonnant à voir, c'est qu'ils viennent tous avec des cahiers, des classeurs, ils prennent des notes, ils posent des questions. Moi, je prends comme principe que, comme je suis avec eux, eux, ils sont assis, il y en a toujours à peu près une cinquantaine autour de moi. Je reste debout pendant 1 heure à 2 heures où je parle avec eux. Je circule à travers les chaises, je suis près d'eux, je suis au contact d'eux. Je leur dis qu'ils peuvent très facilement m'appeler Bernard, qu'ils peuvent me tutoyer si ça les amuse. Je ne vois absolument aucun inconvénient. Et nous échangeons, nous posons des questions. Et ce qui me fait très plaisir, c'est qu'une fois que je suis parti, je reçois de la part des gardiens et des surveillants des retours qui sont tous très positifs. Ah oui. Quoi comme retour alors? Vous avez des anecdotes, des choses à nous raconter? Alors, il y a des anecdotes. D'abord, c'est qu'on me dit quand est-ce que papy revient. Ah oui. Alors ça, moi, ça me fait. Vous êtes très attendu alors. Ça me fait très plaisir. Alors, ils m'appellent papy entre eux. Ensuite, il y en a un jour qui m'a posé une question. Alors là, ça, il faut que je le répète, tellement c'est attendrissant. Il m'a dit, Bernard, si plus tard, lorsque je serai sorti de la maison d'arrêt, je fais autant que vous pour les autres, est-ce que j'aurai aussi la Légion d'honneur? Alors quand on entend ça, ça fait vraiment plaisir. Une autre anecdote qui est très importante, c'est au moment de l'assassinat du professeur Samuel Paty. Oui. J'ai entendu, au bout de quelques semaines, les détenus, lorsque j'étais de nouveau là-bas, il y en a un qui s'est levé et qui m'a dit, au nom de mes camarades qui sont là, je voulais vous dire ou te dire, je ne me rappelle plus s'il m'a tutoyé ou pas, si l'assassin de Samuel Paty, vous avez entendu, jamais il n'aurait commis ce crime. Alors quand vous entendez ce genre de choses et que vous avez ensuite des retours, vous vous dites, ce n'est pas en vain tout ce que vous faites. Non. Je dois dire que c'est relativement pénible. Maintenant, les années commencent à compter. Les escaliers deviennent de plus en plus raides. Et il n'y a pas d'ascenseur à la maison d'arrêt. Je précise également, pour montrer que je prends beaucoup sur moi, j'ai été traité pour un cancer de la prostate il y a quelques années. Ça m'a pas mal démoli au point de vue physique. Et malgré tout, j'explique aux détenus que je tiens à venir chez eux. Et même s'il faut que je monte les étages, je continue de le faire. Donc il y a tout un partage, je n'ose pas dire une intimité parce qu'il faut quand même garder certaines distances. Donc j'essaye en particulier de leur apporter une espèce de rédemption par le fait que quelqu'un, comme ils disent eux-mêmes, indécoré, ou papy la Légion d'honneur, vient leur parler, vient leur apporter la citoyenneté, la citoyenneté pour partager avec eux un niveau autre que celui qu'ils ont connu jusqu'à présent. Alors je voulais également vous montrer à ce propos, ici voici un boomerang, un boomerang qui est en bois. Alors en bois parce que c'était mon métier dans le temps. Oui. Pourquoi j'ai un boomerang? Parce que le boomerang c'est un symbole. C'est le symbole de ce qu'on envoie, qu'on donne, et de ce qu'on reçoit en retour, puisque le boomerang il revient. Oui. Donc c'est le témoignage de l'amitié que je porte, entre autres aux détenus, puisque c'est eux qui l'ont fait, mais même pour toutes les personnes qui étaient présentes, de même que toutes les personnes dont je m'occupe dans beaucoup de domaines, je donne, j'envoie et je reçois généralement toujours en retour. Alors Bernard, vous avez 87 ans, si je ne me trompe pas. Exact. Quels sont vos prochains défis? Après tout ce que vous faites une quantité de choses, là on a vu ça pendant cette interview. Quels sont vos prochains défis et voilà, comment vous engagez encore plus à 87 ans? Alors, j'ai 2 défis. Le premier défi, c'est de continuer le plus longtemps possible. Et compte tenu de toutes les activités que j'ai en ce moment, ce n'est pas le travail qui me manque. Je m'occupe de lycéens, je m'occupe de stages en alternance, je m'occupe de trouver du travail pour les jeunes chômeurs, de les mettre en condition de se présenter dans les examens, dans des entretiens d'embauche, de leur apprendre ce qu'ils ne savent pas faire et à rédiger un CV motivant, mais surtout une lettre de motivation motivante. Et ensuite, je leur apprends à se présenter dans des entretiens d'embauche. Et je dois dire que j'ai réussi ces derniers mois pas mal de
miracles, je dis sans aucune fausse modestie, de jeunes où on ne pensait pas du tout qu'ils pourraient obtenir une place, qu'ils ont obtenu, non seulement qu'ils ont obtenu une place, mais qu'en plus j'ai eu des retours, on me disait c'est une véritable perle que tu nous as envoyée. J'ai eu 2 cas récemment où vraiment j'ai été très heureux, alors que j'ai eu un mal de chien, à trouver de la place. Donc le défi, c'est d'arriver à motiver également tous ces jeunes. Ce n'est pas toujours facile, ça me demande beaucoup de temps, je travaille beaucoup. Je précise que je reçois très peu au téléphone. Par contre, je reçois ici des jeunes et j'échange beaucoup avec eux par mail. De même il y a beaucoup de gens qui se confient à moi, qui m'envoient des mails, qui me demandent des conseils, qui ont entendu parler de tout ce que je suis capable de faire. Donc j'échange beaucoup par mail. Mais à côté de cela, le deuxième défi, c'est, indépendamment de ce que je viens de vous dire, un défi hors norme. Encore Ce défi, oui, encore un, ça va être de remporter ma première défaite. C'est-à-dire qu'arrivera un moment où je vais me rendre compte que je ne suis plus capable de le faire et qu'il faudra que j'arrête. Et c'est pour ça que je dis remporter une défaite. Je crois qu'avec cette image, tout est dit. Ouais. Ça va être un défi. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, loin de là. J'essaie de tenir le plus longtemps. Alors j'ajoute également ce qui est important, et c'est le message que j'essaie de faire passer à un maximum de gens autour de moi, qu'à partir d'un certain âge, il faut vivre et non pas survivre. Qu'il faut se lancer des défis en défiant ses limites et non pas en limitant ses défis. Limiter ses défis, c'est pas bon. Il faut défier ses limites. Vivre et non pas survivre. Chacun de nous a 2 vies. La deuxième commence quand on se rend compte qu'en fait on n'en a qu'une seule. Et donc il y a plein de phrases comme celle-là que j'ai dans ma tête. Et je vous en livre une dernière, enfin non, une avant-dernière, ou encore avant-avant-dernière, parce que j'en ai plein en tête. Et puis j'ai d'autres questions sur des conseils aussi que vous pourriez donner à des personnes. Attendez, alors voilà, allez-y. Ce que je vais vous dire, parce que ça se part très vite, et après je réponds à votre question. Une journée bien remplie prépare un heureux sommeil, une vie bien remplie prépare à une belle mort. Voilà, maintenant vous pouvez poser la question. Non mais c'est super, c'est hyper inspirant. Et puis c'est vrai que pour les personnes qui nous écoutent, c'est des messages qui parlent beaucoup. Donc c'est très chouette. Et justement, quel conseil vous donneriez à des jeunes qui veulent se lancer alors soit dans un défi sportif, soit s'engager dans l'associatif ou autre, mais qui n'y arrivent pas forcément ou qui n'y croient pas. Ce serait quoi votre conseil à leur donner? Alors, premier conseil, de m'envoyer un mail pour me demander conseil. On mettra ça dans... Voilà, vous le mettez. Vous mettez mon adresse mail et je réponds toujours. Non mais je suis sérieux. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que j'ai, toute fausse modestie mise à part, j'ai quand même un cursus qui me permet de parler aux autres, de leur donner des exemples, de leur dire, et c'est la réponse à la question que vous me posez, de croire en eux. Tout le monde est capable de faire ce que moi j'ai fait, dans tous les domaines. Et aujourd'hui, vous m'interviewez, jamais je ne me serais imaginé, quand j'avais votre âge, et même encore plus jeune, en particulier lorsque j'étais au lycée, jamais je ne me serais imaginé que j'aurais une telle vie. Je n'avais aucune confiance en moi. Et finalement, au fur et à mesure des années, je me suis lancé tout plein de défis, et à ma grande surprise, je les ai réussis. Et donc, plus je les réussis, plus je continue. Donc, il faut croire en soi. Quand on ne croit pas en soi, alors le système, c'est le miroir de Bernard. Quel est ce système? Le miroir de Bernard. Alors, chacun de nous a un miroir chez lui à la maison. Alors, ça va pas, ce soir, ça va pas du tout. Alors, où est mon miroir? Il est là. Et je me plante devant le miroir et je me regarde d'abord pendant 1 minute, sans baisser les yeux. Très difficile, ne pas baisser les yeux. Et au bout d'1 minute, je commence à me gronder. Bernard, mais tu te rends compte, tu n'as pas honte, tu n'as pas confiance en toi, tu es capable de faire tellement de choses. Alors maintenant, en avant, et on y va, et on se passe un savon. Et si ça ne va pas mieux, 5 minutes après, on recommence. Le lendemain matin, rendez-vous devant le miroir. Alors, ça va mieux aujourd'hui? Voilà, il faut croire en soi, il faut se donner les possibilités. Chacun de nous est un athlète de haut niveau sans le savoir. Je vous donnerai tout à l'heure tout ce que j'ai préparé pour vous, que tout le monde pourra emmener
Chacun de nous est un athlète de haut niveau sans le savoir. Ça a été ce qui m'est arrivé à moi. Jamais je ne me serais cru capable ni de faire, au point de vue sportif, ce que j'ai fait, ni, encore une fois, de devenir un jour commandeur de la Légion d'honneur, peut-être un jour président de la République, qui sait, Peut-être. qui sait, on ne sait jamais, mais en même temps d'être, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'être reçu par vous, d'être interviewé par vous. Pour moi, c'est complètement irréel et quand même, ça m'arrive. Donc, il faut croire en soi. Et qu'est-ce qui va encore m'arriver d'autre? Rendez-vous dans un an. Exactement. Au prochaine interview. Exactement. Merci Bernard. Ok, merci beaucoup. Bon, c'est pas mal. C'est très bien. On a ce qu'il Ça faut. va Ouais, Bon, Est-ce qu'il y a un autre point quand est-ce à... qu'on commence? regardez. Quand est-ce qu'on commence? Regardez, je suis tellement émue, j'ai des larmes alors. Non. Alors écoutez, alors vous êtes ému, alors je n'ai pas voulu le dire, mais je vais vous dire quelque chose, quelque chose de très joli que je vais vous lire. C'est Marie-Claire Mendès-France, la femme de Pierre Mendès-France. Oui. Je l'ai en tête, mais je préfère vous le lire, vous allez voir, c'est magnifique. Et c'est un peu mon cas, mais je n'ai pas voulu le dire parce que je ne veux pas m'associer. Voilà, écoutez. Voilà, Marie-Claire Mendès-France. Chaque vie est différente. La mienne fut une succession d'existences bien remplies, guidées par l'amour, vécues avec curiosité et passion. Lorsqu'arrivera la nuit infinie, je l'accueillerai avec sérénité et gratitude pour tout ce qui m'a été donné de vivre. Signé Marie-Claire Mendès-France. C'est beau. Oui. Voilà, toute fausse modestie mise à part, c'est un peu ce qui m'arrive à moi. C'est exactement la chance que j'ai. J'ajoute, je ne sais pas, elle est là, mon épouse. Voilà, alors j'ajoute que depuis 60 ans, et même bien avant, puisque je l'ai connue plus tôt, que j'ai beaucoup de chance d'être là avec Marie-Claude. Alors je n'ai pas dit pendant mon interview, parce que je sais que ça la met mal à l'aise, mais tout ce que j'ai pu faire, je le dois à elle. Et si elle n'avait pas été là, je ne pourrais pas le faire. Ouais, c'est beau. C'est beau. Merci Marie-Claude.